Là. Alors. Ok, je vais aller fermer la porte, puis on va essayer. Ok, ça marche. Alors, sache que j'ai passé ce stream en Go Live. On le passe toujours avant, mais il sera streamé à partir de 9h heure française, heure D'accord. métropolitaine. Donc voilà, on passera en live, tu le verras. Je ne sais pas si tu as la chaîne YouTube ouverte en même temps. Ok. Sur le comme ça, tu verras quand est-ce qu'on passe en live. Il y a celle du site aussi, hein, celle-là. Et il y a un petit lag ça dépend entre VACD, il y a 10 secondes, 15 secondes d'écart. Et avec YouTube, il y a plutôt 30 secondes d'écart. Donc, ne sois pas surpris. Parce que ça marche vraiment à l'eau. D'accord. Bah, de toute façon, je t'avoue que je vais pas me regarder en même temps que je vais parler. Voilà. Donc, je vais le laisser bien loin. J'ai la bande passante, voilà, qui est déjà, à mon avis, pas au top. Quand je commence à t'introduire, on est parti. OK? Ok, ça marche. Je te laisse partager si ça fonctionne bien. Share screen. Je te share tout ce screen-là. Ok. Alors. Ok, c'est bon. Alors j'essaye. Attends, je mets la présentation en full screen. Je suis sur 2 écrans, donc c'est bon. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok. Tu pourras Nice. cacher du coup ta petite. Tu pourras faire Par contre, hide. j'ai vraiment le son qui n'arrête pas d'être distordu là. C'est vraiment bizarre. Mais je sais pas si tu peux faire quelque chose pour moi, donc. Attends, je pense que ce sera mieux quand. Je pense que ce sera. Attends, j'essaie de regarder mon casque ou quoi. Est-ce que là tu m'entends mieux comme ça? Là, je t'entends pas mal, mais c'est toujours un peu saccadé. Mais vas-y. Là, je t'entends Alors là, pas. Silver termine. D'accord, ouais, je te comprends, mais attends, je vais juste regarder. Ça va? Non, mon casque. Ouais, non, mon casque, il sort bien. Donc, ça va être la bande passante, je pense. Peut-être. Si Bon, on va t'as faire, je t'entends, quelconque. je te comprends bien. Enfin, ça va. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux passer ton set de slide à ce moment-là pour qu'on aille. Alors, tu vois, là, j'ai des trucs qui coupent. Dis-moi. Est-ce que tu veux mettre ton set de slide? Il y a vraiment des mots que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si c'est en fait. Non, c'est pas normal que je t'entende aussi. Hop, j'ai fermé. Voilà. Est-ce que tu m'entends mieux là? Ah là, je t'entends nickel là. Là, je t'entends pas du tout. Bah moi, du coup, je t'entends vraiment au top là. Allô, allô. Je ne t'entends pas, Julien. Tu m'entends? Alors, oui, moi je t'entends. Moi, je t'entends. Pourquoi je Il n'y a t'entends pas de pas? souci. Attends, j'essaye autre chose. Audio, default haut-parleur, Je t'entends pas Realtek, du non tout. communication, microphone. Est-ce que tu m'entends mieux ou pas? Je ne t'entends toujours pas. Je vois que tu es en train de travailler à faire en sorte que ça marche. Tu m'entends toujours pas là? On off. Ah non. Allô, allô. Allô, 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 allô. Ah, ça marchait. Maintenant, je t'entends bien. Ah ouais, ouais, je t'entends pas. Mince. Ah. Ah, je t'entends pas du tout. Et là, tu vas Ok. passer
Là, tu vas pas encore passer live, mais dans 2 minutes, Ok, tu bah on le va essayer seras. de Là, ils sont en le train de faire. passer la slide intermédiaire entre les sessions. Je ne t'entends pas du tout. Je t'entends plus. Non, rien. Est-ce que tu peux revenir au truc d'avant, à ta disposition d'avant? Ok, j'ai rien fermé. Pourtant, là, on voit le micro et c'est ok. Là, c'est ok. C'est ouf. Ouais, là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Ok. Mute, est-ce que tu m'entends ou pas? Est-ce que tu veux que je revienne dans la... Ouais, déco reco, vas-y. Ok. Allô, allô? Salut. Salut. Ah, ça y est, Julien, je t'entends. Oh, punaise. On a eu chaud. On est bon. On a eu chaud, mais donc, c'est bon. je vous laisse Allez, tous les deux. C'est bon, non, je vous laisse pour Ouais. les deux. Ça marche. Merci, Maud. Ok. Bon, bah voilà, on est nice là. Ça y est, on est bien. Parfait. Tac. Tac. Donc, on n'est pas encore en live. Si tu veux, je te laisse partager ta slide directement. Yes, share screen. Yes. Share. Voilà, là, tu vas... Est-ce que tu vois mon écran ou pas? Du tout. Ça arrive. Bonjour à tous. On est live sur la plateforme en espérant que vous nous entendez bien. Ça a l'air d'être le cas. C'est parfait. Bienvenue, Julien. Merci, Bienvenue Charline. en cette heure qui est matinale pour nous. Eh bien, pas encore, mais ça devrait pas tarder. Tac. Ah, ça y est, Julien. Ton écran, le voici, le voilà. Bon. On est ravis de t'accueillir, Julien. Tu as un temps devant toi, du coup, pour le super sujet Application Serverless avec les fonctions Azure. Moi, je vais écouter parce que je veux apprendre des choses ce matin. Et j'ai appris un truc tout particulier sur toi, c'est que tu étais un fan d'Ultra Trail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avant d'entamer ton sujet? Alors, bah oui, alors déjà, moi je suis situé en Nouvelle-Calédonie, donc sur une grande île perdue au fin fond du Pacifique. Et bah, on a beaucoup de terrains de jeu ici, beaucoup de montagnes, on n'a pas que la mer. Et donc ça permet bah, de pouvoir voilà, voir la nature, de pouvoir se retrouver très seul et donc de pouvoir parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et donc, bah, à force de faire ça, d'aimer un petit peu cette passion de la rando, je me suis mis au trail, puis après j'ai fait des ultra trail, des 50, des 80, des 100 jusqu'à 170 à La Réunion. Voilà, donc ça c'est ma petite passion. En plus, évidemment, de tout ce qui tourne autour des technologies Microsoft. Donc voilà, dès que j'ai un petit moment, dès que je sors au bureau, d'ailleurs c'est ce qui va se passer juste après la session, j'ai à faire certainement un petit dans les montagnes de nuit, parce que là il fait nuit, effectivement, il est 18h hein, ici. Et voilà, donc sinon, petite activité, j'invite toutes les personnes, forcément quand les situations seront un petit peu meilleures avec notre ami le Covid, de venir s'essayer sur les randonnées, sur les trails de Nouvelle-Calédonie qui sont juste magnifiques. Et donc, Tu vas nous préparer ça pour une prochaine fois, j'espère. On fera une petite démo peut-être avec ça, ça serait intéressant.
Ce serait cool, excellent. Eh ben, écoute, Julien, the floor is yours. Have fun et on se dit à tout à l'heure pour les questions. À tout à l'heure. Merci Charline, bonjour à tous. Alors donc aujourd'hui, comme l'a introduit c'est un temps Charline, donc je vais vous présenter les applications serverless et notamment on va parler des Azure Functions, qui est vraiment la définition du serverless dans le monde, dans le système Azure. Alors je vais quand même me présenter rapidement, donc je suis Julien, je suis MVP Office Apps et Services, donc spécialisé vraiment sur tout ce qui est SharePoint et Office 365. Je fais aussi beaucoup d'architecture et beaucoup de développement en .NET. Donc voilà un petit peu voilà mon background et ce que je vais essayer de vous présenter. Eh ben, ce sont ces fameuses applications serverless. Alors, avant de vous présenter un petit peu tout ça, avant de rentrer vraiment dans Azure, je vais quand même vous présenter ce qu'est le serverless. Ça me paraît le minimum. Comme ça, on démarre tous avec les bonnes bases et j'espère que comme ça permettra de comprendre tout ce que je vais vous raconter par la suite. Le serverless, l'avantage de ça, et je pense que tout administrateur IT sera vraiment très content de ne pas avoir à s'en occuper, c'est qu'on n'a pas de serveur approvisionné. Donc ça, vraiment serverless, sans serveur. Alors il y a bien évidemment des serveurs derrière, mais l'idée c'est que ce soit complètement invisible et qu'on n'ait rien approvisionné, pas de machine virtuelle, voilà, pas de hardware, pas de réseau, de disque dur, tout ça. Voilà, pas du tout de serveur. Ça, c'est le premier avantage, donc très simple pour les développeurs. J'ai pas besoin de m'occuper du serveur, je vais avoir un service qu'on verra ensuite. Deuxième point très important, c'est une mise à l'échelle à l'usage. Quand vous déployez forcément un service, vous ne savez pas si vous allez avoir 100 clients, 100 utilisateurs ou 10 000. C'est un petit peu compliqué de pouvoir le faire. Et donc, à la place de passer ces temps à essayer d'estimer, de faire du capacity planning, etc., eh ben, on va voir ce serverless finalement qui va se dimensionner en arrière-plan automatiquement ou quasiment, en tout cas de façon à pouvoir supporter toute la charge qu'il va y avoir. Donc, ça permet lors des pics d'activité, vous sortez un super service et finalement, voilà, on en parle un petit peu, ça fait le buzz. Et dans la nuit, pendant que vous êtes en train de dormir, finalement, il y a 1 million de connexions qui se font. Pas de souci avec le serverless, ça va se mettre vraiment tout seul à l'échelle. L'autre avantage de ça, qui est plutôt un aspect financier, c'est que vous allez payer que quand votre application s'exécute. Donc, ça veut dire que si vous avez personne qui est dessus, vous n'allez pas payer. Ça, c'est aussi un grand avantage. C'est vraiment, je paie que ce que je consomme. Et le quatrième vraiment avantage du serverless, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de serveur, c'est pas vous qui vous occupez du tout de tout cet aspect infra, tuyauterie, etc., comme on peut le voir sur la petite BD sur le côté. C'est que vous allez avoir de la disponibilité et de la tolérance de panne qui vont être intégrées directement dedans. Donc, on va dire, pas de souci avec ça, pas de souci sur les aspects financiers, pas de souci avec les montées en charge, et effectivement, pas de souci non plus par rapport à du provisioning de ressources. Voilà, je n'ai fini avec le serverless, ça vous donnera, on va revenir dessus de toute façon. Je vais maintenant vous parler un petit peu, avant de démarrer sur ce sujet-là, un petit peu architecture. On va parler microservices, puisqu'aujourd'hui c'est quand même vraiment l'architecture en tout cas phare du moment. C'est quand on est passé à une architecture monolithique, on fait une grosse application, bien vue, on la pose sur une machine virtuelle. Et le problème, c'est que quand on veut scaler, en fait, donc quand on veut augmenter la capacité d'exécution pour pouvoir prendre toute la charge en fait des utilisateurs, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en tout cas, de dupliquer ces instances dans des VM et des VM et des VM avec plein de problèmes qui vont se poser. Donc, l'objectif des microservices, c'est vraiment d'avoir des services qui vont être réduits, très isolés, qui vont faire qu'une chose, qui vont le faire bien. Et l'avantage, comme on peut le voir sur la slide, par rapport à du monolithique, c'est que par exemple ici, nous allons avoir un service, on va faire ici le service de livraison, qui peut être dimensionné lui-même. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être peu d'utilisateurs sur le reste de vos services, donc ça veut dire peu de serveurs, peu de scalabilité, pas besoin de dépenser 50 serveurs pour ça. Et par contre, peut-être que sur les aspects livraison, voilà, il y a des grosses charges, et donc là, on va dimensionner ça en fonction. Donc c'est juste le passage d'une application monolithique qu'on va découper en microservices. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, on va parler après des fonctions. Et en fait, dans le serverless, et notamment dans les fonctions, on va aller un petit peu plus loin que le microservice. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler finalement de nanoservices. J'ai plus un service qui va gérer
toute ma livraison, je vais avoir X fonctions qui vont livrer différents aspects de ma livraison. Et ce qui va me permettre aussi, puisqu'on disait tout à l'heure que tout ce qui était lié aux fonctions, et notamment serverless, était capable de monter en fait en termes de scale-up de ressources automatiquement. Ça veut dire que si j'ai une grosse charge sur un seul de mes services, pardon, sur une seule de mes fonctions, cette fonction-là va se dimensionner en conséquence. Donc on retrouve les avantages en fait du microservice, mais avec une granularité beaucoup plus fine. Voilà. Donc ça, c'est juste, je voulais vous parler de ça parce que c'est important vraiment de comprendre dans quel contexte on peut utiliser les Azure Functions. L'Azure Functions, pour utiliser, comme on va le voir, pour faire de l'intégration, pour faire des traitements asynchrones, etc., etc. Mais en tout cas, un principe qui est vraiment intéressant en termes d'architecture, c'est pour utiliser ces Azure Functions pour faire du nanoservice et donc de passer du monolithique en microservice et voir, en cas de besoin, sur vraiment du nanoservice avec tout cet aspect de serverless qui va être derrière, une facilité à déployer, comme on va le voir juste après. Alors, c'est bien tout ça, mais effectivement, quel est le rapport avec l'Azure Function? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, l'idée de l'Azure Function, c'était vraiment d'avoir un bout de code qui s'exécute, qui fait une chose, et j'insiste bien, une seule chose, mais qui va le faire bien, et c'est vraiment tout. Comment va se passer en fait une Azure Function? Ça va tout simplement être un code qu'on va prendre, qui va s'exécuter en fait quelque part, on ne sait pas où, dans le cloud, sur un serveur, managé, etc. Et effectivement, par rapport à ça, on va certainement avoir des données, on va peut-être traiter des données, des fichiers en entrée, aller chercher des données dans une base de données, mais également, il y a quelque chose d'important, c'est le trigger. C'est-à-dire que pour exécuter ce code-là, effectivement, c'est dans le cloud, on n'a pas un petit bouton pour l'exécuter directement. Donc ça veut dire qu'il va falloir déclencher en fait l'exécution du code, et pour ça, ça va se faire sur des événements. Événements qu'on listera, que je vous listerai un petit peu derrière pendant la démo. On va avoir des événements simplement, j'appelle une URL, mon bout de code s'exécute. J'ai un nouveau élément qui arrive sur mon bus, je vais traiter cet élément-là et ça va le déclencher. Je vais déposer un fichier sur un blob storage, par exemple une image que je souhaite redimensionner à la volée. L'événement, ça va être simplement à la création, au dépôt du fichier, hop, je vais exécuter ma fonction et je vais venir redéposer une version optimisée en fait de l'image, par exemple. Ça, c'est juste des cas très très rapides. Alors, les fonctionnalités dans Azure Functions, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi utiliser les fonctions Azure? Le premier intérêt, c'est déjà qu'on a le choix du langage. Donc, le choix du langage, ça veut dire que dans votre équipe, vous pouvez être effectivement plein de super développeurs à faire du C#, mais vous avez certainement plein de super développeurs qui vont faire du PowerShell ou du Python, du PHP, peu importe. On est capable justement avec l'Azure Functions d'avoir une application. Et cette application-là va pouvoir être composée potentiellement avec un mashup de technologies. Bien évidemment, l'idée, c'est pas d'en avoir le possible, mais d'avoir quelque chose qui soit cohérent, d'utiliser en fait toutes les compétences de l'équipe. Et donc, vous allez très bien pouvoir développer en C# et puis avoir une deuxième fonction qui va s'exécuter en PowerShell ou en Python. Donc ça, c'est vraiment très important. On va avoir une cohérence sur l'ensemble des fonctions, mais avec des compétences différentes. Le deuxième avantage, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le modèle de facturation au paiement à l'utilisation. Alors en fait, il y a réellement deux modèles de facturation sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, on verra ça ensemble quand on créera notre première fonction. Un point important, possibilité d'utiliser ses propres dépendances. Donc vous êtes capable en fait d'utiliser vos propres codes si vous le déployez soit par NPM, soit par du Nuggets, de façon à utiliser vos bibliothèques métiers potentiellement. Autre chose, la sécurité intégrée. L'idée, en fait, quand on est dans le cloud, c'est quand même de sécuriser un minimum les choses. C'est même un prérequis obligatoire. Et donc, en fait, l'intérêt aussi des fonctions dans Azure, c'est que c'est Azure qui va gérer cette sécurité pour vous. On va avoir plusieurs rôles, on regardera tout à l'heure, je ne ferai pas une emphase spécifiquement là-dessus parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses dessus, mais en tout cas, par exemple, dans le cas d'une URL qu'on va appeler, la clé qui va être générée, le token de sécurité, c'est directement Azure qui va nous le fournir et donc qui va gérer cet aspect de sécurité. Vous n'aurez pas, vous, à remettre une surcouche pour essayer de sécuriser votre service. C'est déjà intégré. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Deuxième point très important, l'intégration fichier. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer des fonctions Azure depuis plein de choses, pour déployer des choses et pour intégrer plein de choses. Mais surtout, vous avez tous les outils de développement pour venir, on va dire, on verra tout à l'heure, créer votre fonction,
déployer votre fonction facilement. Ça permet vraiment de pouvoir développer et déployer rapidement des choses. Le mieux quand même derrière, évidemment, c'est de créer toute une chaîne CI de façon à déployer automatiquement ensuite vos fonctions directement dans Azure. Ça fait quand même un sens. Un point important sur les fonctions Azure, c'est que c'est quelque chose qui est open source. On verra tout à l'heure, quand on va lancer, on va pouvoir débugger et on va lancer tout un runtime lié aux fonctions Azure. Donc ce runtime-là, vous allez pouvoir le trouver sur GitHub. Donc, si vous voulez aller voir comment c'est fait, c'est assez intéressant, c'est WebJobs, on n'en parlera pas forcément ici, je reviendrai rapidement dessus à la fin, mais vous allez pouvoir trouver tout ce code source vraiment à disposition et vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très intéressant. Et la dernière vraiment avantage des fonctions Azure, c'est la performance. Tout à l'heure, il y a du cache, il y a du décache. C'est performant, ça va se faire du scale-up automatiquement. Donc jusque-là, tout se passe bien. Vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est super, Julien, ce que tu me racontes avec tes fonctions Azure, ça a l'air d'être un petit peu le Messi, c'est chouette. Mais pour qui et pourquoi ça peut servir? Parce qu'effectivement, toutes les entreprises et tous les projets n'ont pas besoin d'une scalabilité importante. On n'a pas besoin forcément, quand on crée une application, de faire du microservice. C'est quand même relativement lourd par rapport à une application monétique, de trouver le bon milieu. On peut en avoir besoin comme on peut ne pas en avoir besoin. Donc, avant de pouvoir démarrer, moi, je vous conseille de tester sur des petites fonctions. On reviendra après, à la fin, sur des exemples de fonctions, de façon à ne pas partir dans vraiment tout un tas de fonctions qu'on ne maîtrisera pas ensuite derrière. L'avantage de ça, on va le voir, on peut développer très rapidement. Donc pour qui? Pour ceux qui veulent accélérer les développements rapidement, qui ont des bouts de code déployés, vraiment, on va dire une tuerie. Également, si vous souhaitez connecter des services et des apps entre eux. Donc, je ferai tout à l'heure justement avec GitHub, on va faire un webhook tout simplement. On va avoir GitHub, on va tout simplement le configurer de façon à appeler notre URL. Voilà, ça je vous montrerai, j'espère qu'on aura le temps, mais sinon vous comprendrez rapidement ça. Et effectivement, je viens de le dire, mais c'était effectivement de faire des webhooks très très rapidement. Ça marche très très bien. Donc en un quart d'heure, vous êtes capable de créer un webhook, de l'avoir déployé, c'est fonctionnel. Voilà, alors combien ça coûte? Eh ben, les fonctions Azure, c'est relatif, puisqu'en fait, Microsoft offre jusqu'à 1 million d'appels par mois. Donc, vous avez un petit peu de marge. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout simplement, j'essaie de vous le montrer, bien évidemment, je ne l'ai plus. Tadam. Le pricing, en fait, d'Azure, que vous allez pouvoir voir ici, le pricing calculator, et sur le vous allez pouvoir vraiment tout ce petit pricing-là que je vous dis. Vous avez aussi des notions de bande passante. Alors, on va aller chercher les fonctions ici. Voilà. Et donc, voir effectivement, on a en fait tout le process sur 400 000 gigabits par seconde d'exécution et 1 million d'exécutions, en tout cas de calls gratuits. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Voilà, donc pour tester, il n'y a pas d'excuse pour le tester. Si vous avez un abonnement gratuit, vous pouvez tout de suite le faire et tester ça sans aucun coût. C'est vraiment très très pratique. Alors, rapidement, avant de rentrer dans les démos et de rentrer un petit peu plus dans le cœur vraiment des fonctions Azure, il faut savoir que les fonctions Azure se reposent sur deux choses. Sur les Azure App Services qui vous permettent de déployer en fait un site web, puisqu'en fait, le runtime est exécuté comme si c'était un site web, et en fait, le runtime de WebJobs. Les WebJobs, ça vous permet aussi de pouvoir exécuter des tâches, des fonctions, donc on peut bien qu'il y a une vraie relation avec les Azure fonctions. Et les WebJobs, ça a d'autres intérêts, mais je ne reviendrai pas ici. Donc finalement, une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est le code que vous avez d'un côté, et de la configuration que vous avez de l'autre. Vous allez simplement dire, voilà, ça c'est mon code, c'est ce que je dois exécuter, et ça c'est comment je vais l'exécuter au niveau de ma configuration. C'est très simple, je ne vais pas vous embêter plus avec ça, on a d'autres choses plus intéressantes à voir par la suite. Une chose qui est importante, on a 3 versions du runtime. Aujourd'hui, donc on a la version 1 qui tournait sur un full framework .NET Core 4.6. À moins que vous fassiez et que vous ayez vraiment besoin d'utiliser le .NET Framework 4.6, comme par exemple si vous voulez exécuter des modules, certains modules PowerShell ou autres, qui tournent exclusivement sur .NET Framework, je vous conseille forcément de pas aller l'utiliser. Plutôt de partir sur une 3.x qui permettra d'avoir toute la puissance du framework .NET Core 3. Voilà, ça c'était juste le petit clin d'œil, on verra, on pourra choisir.
Au niveau des langages importants, c'est des documentation que vous allez pouvoir retrouver sur le docs.microsoft.com. C'est voir un petit peu aussi quel langage et quelle version du langage peut s'exécuter en fonction de la version du runtime. Donc si vous voulez forcément utiliser des vieilles versions, ici un Node 6, voilà, il faudra forcément prendre un runtime 1 ou voilà, 8, 10, 10, 12, etc., etc. Donc juste avoir la bonne corrélation. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et je vais vous montrer comment on développe quelque chose de très simple, mais qui j'espère qui vous mettra le pied à l'étrier, en tout cas pour démarrer avec les fonctions Azure. On va faire une petite démo, je vais déjà démarrer soft, et après l'idée, ça va être juste de vous montrer, je vais regarder quand même en fonction du temps, pour essayer de faire un webhook dans GitHub. C'est quelque chose qu'on est capable de faire en 10 minutes. Donc voilà. Alors, comment on fait pour démarrer les Azure Functions? Très simple, on va tout simplement créer un nouveau projet et on va le créer ensemble pour que je vous montre un petit peu toutes les subtilités qu'il y a sur la création d'une fonction Azure. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller chercher le modèle de projet Azure Function, d'accord? Et on va choisir donc C#. Moi, je vais faire une fonction C#. Alors, on pourrait utiliser d'autres outils, on peut utiliser Visual Studio Code si on veut faire ce genre de choses. On va aller coller notre projet quelque part comme ici, voilà. On va juste appeler la fonction app simple, voilà, hop, stupide, même si on veut. Ok. Alors là, c'est le temps qui va être intéressant. Je vais pouvoir vous expliquer plusieurs petites choses. La première chose que on a parlé juste avant, c'est effectivement le choix du framework sur lequel vous allez, enfin de la version en tout cas, du moteur d'Azure Functions sur lequel vous exécutez votre code. Donc on va garder 3, on va faire du .NET Core, donc sur la version 3 du framework. Ça, c'est la première chose. En général, on utilise la dernière version, il ne faut pas trop de questions. Ensuite, là, on va avoir un assistant qui va nous permettre justement de choisir le déclencheur de votre code. Je disais tout à l'heure, on a du code, on a une configuration, mais effectivement, dans cette configuration-là, on va spécifier comment va se démarrer, en tout cas, l'exécution de votre code. Il y a plusieurs choses. On peut très bien démarrer avec ce qu'on appelle un blob trigger. Ça veut dire que vous allez, par exemple, ajouter un fichier, on reviendra tout à l'heure avec le mot, dans votre storage, donc dans un conteneur blob. Ça va déclencher la fonction. Un exemple vraiment très très classique c'est voilà, j'ai un site web, j'ai des utilisateurs qui uploadent des et ben en fait là je vais peut-être les retraiter parce que la photo elle peut peut-être faire 1 ou 2 mégas. Voilà, la bande ça coûte cher. Donc je vais créer en fait ce trigger là de façon à prendre l'image, à le redimensionner, le retailler, le rogner, en fait faire ce qu'il veut, optimiser, le redéposer de façon à ce que moi je puisse automatiquement ensuite appeler cette ressource là et éviter de consommer toute ma bande passante. Donc le block trigger, voilà, je dépose, c'est relativement simple. Ensuite, on a différents déclencheurs, comme si par exemple sur un Cosmos DB, voilà, vous rajoutez un document, je vais déclencher une action. Vous avez la même chose sur tout ce qui est Event Grid, Event Hub. Je ne vais pas m'attarder trop dessus parce qu'on ne va pas avoir le temps sinon. Celui qu'on va utiliser juste après, c'est le HTTP Trigger, c'est-à-dire simplement, je crée une API quelque part, j'ai une URL, je l'appelle, mon code s'exécute. Vous êtes capable aussi, et ça c'est très intéressant, d'utiliser IoT Hub, et donc là de pouvoir processer de la donnée vraiment venant de device IoT, ça c'est très sympa. Le Q-Trigger aussi est très très sympa dans des architectures où effectivement vous allez avoir une file. Voilà, vous allez, dès qu'une application, par exemple un service, un microservice ou autre, vous dépose en fait un élément, un message dans votre file, hop, vous allez pouvoir le traiter directement avec votre fonction. On a ce qui va être lié au service bus, relativement classique, et également quelque chose qui va se rapprocher du cron. D'ailleurs, on voit que le schedule, c'est vraiment le cron comme sur Linux ou autre en fait, format de spécification en fait, de l'orchestration de votre timer. Donc voilà, ça, vous en avez quelques-uns comme ça. Nous, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur quelque chose de relativement simple, qui est de faire un trigger HTTP. Voilà. Donc, je vais sélectionner HTTP Trigger, et ensuite, on va passer sur la partie droite. Sur la partie droite, on a plusieurs choses, parce qu'une fonction va devoir s'exécuter avec
un storage qui va être associé. Alors storage, c'est quelque chose qui coûte très peu cher, c'est effectivement l'espace 10, ça coûte très peu cher. Et donc dans ce cas-là, je ne vais pas aller forcément me connecter sur un compte ou aller en chercher un, je vais utiliser l'émulateur de stockage, puisqu'on va essayer de développer dans un premier temps directement sur notre PC. Et ça, c'est un autre avantage que je vous expliquerai derrière. On parlait de sécurité intégrée, et bien effectivement, on a différents niveaux d'autorisation. Alors, il y en a un petit peu plus que ces 3 qui sont spécifiés, mais globalement, les 3 à connaître, c'est effectivement le côté anonyme. J'ai mon URL, n'importe qui peut l'appeler. J'ai une fonction, là, je vais avoir un token, et j'ai de l'admin, j'ai encore d'autres capacités en fait d'administration derrière, avec des comptes, des choses comme ça qui peuvent arriver. Nous, on va garder le fonction. On va créer enfin notre fonction pour que je puisse vous la présenter. Donc une fonction, comment ça se passe? La première chose, c'est que une fonction possède un nom. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom. Donc on va faire par exemple Azure Day Community. Voilà, c'est le nom de ma fonction et c'est comme ça que je l'appellerai. Ensuite, vous voyez ici, on a mis le niveau d'autorisation fonction. Ça, on va toucher. Ici, vous avez les verbes HTTP pour appeler votre fonction. On peut garder les deux, on pourrait mettre que le get ou que le post. On va garder les deux, parce que je vais avoir besoin du post pour faire mon webhook et du get pour vous faire la démonstration. Je ne vais pas forcément modifier beaucoup de choses ici, parce que sinon on va passer un petit peu de temps. Je pense que les choses sont relativement parlantes. On a une ligne ici avec un logger, donc on va faire ça qui va nous permettre de loguer vraiment notre information. Côté Azure, ça sera stocké, on peut brancher un insight dessus, application insight, donc c'est là qu'on aura le détail en fait de tous nos logs. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà exécuter en fait mon projet, ma fonction, directement sur mon ordinateur. Ça, c'est un gros avantage, c'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose qui s'appelle des Azure Functions, mais en fait, on est capable complètement de créer localement et de l'exécuter localement. Et on l'uploadera une fois que tout ça, ça marchera. Voilà, on n'est pas obligé de rester connecté, d'avoir forcément une connexion pour pouvoir tester. Ça marche un petit peu tout seul. Je vous parlais du côté open source aussi. Bah oui, tout le runtime, en fait, va être directement exécuté par Visual Studio. Donc, je lance mon application. Ça met normalement pas trop de temps à lancer. Alors, j'espère qu'il n'y a pas à me roter les outils, parce que tout était prêt. Et il ne devrait pas avoir à le faire, normalement. Petit moment de solitude. Je peux vous raconter un trail, si vous... Bon, j'espère que ça va lancer rapidement. C'est compliqué de vous montrer tout le reste. Bon, il n'a pas à décider. On va peut-être le laisser un petit peu tourner. Voilà. Parce que c'est pas... Il devrait se débloquer à un moment donné ou à un autre. Alors, on va continuer sur la démo, du coup, ce qui nous permettra de préparer un petit peu la suite. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de faire un webhook, donc d'aller sur GitHub pour créer un webhook. Donc, en attendant qu'en fait on arrive à compiler, ce qu'on va aller faire, c'est toujours bon. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se loguer sur GitHub. Voilà. Et je vais aller créer mon petit webhook. Donc, j'avais créé un repository ici, tout simplement. Voilà. Et donc, quand vous allez dans votre projet, vous êtes capable d'appliquer. Ah, bon, ça c'est démarré. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, en fait, le runtime vient de s'exécuter. Cette URL-là, en fait, que je vais appeler, et on voit que c'est disponible avec en get ou en post. Donc, je vais prendre mon navigateur, on viendra sur un GitHub derrière. Voilà, donc là, c'est ma fonction que j'avais appelée tout à l'heure. Alors, je dois donner un nom, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, Julien, parfait, notre fonction s'exécute. Voilà, magnifique. Donc là, on a exécuté notre première fonction Azure,
tout simplement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est débugger. Bien évidemment, l'avantage de pouvoir l'exécuter en local, c'est de pouvoir débugger aussi sa propre fonction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, je vais pas aller plus loin, je ne sais pas si finalement on va avoir le temps de voir GitHub. Je vais arrêter mon projet, et ce qu'on va faire, c'est que là, on a développé une super fonction, vraiment super intéressante. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir monter une startup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la publier. Alors, comment je fais pour la publier? Je parlais justement vraiment d'outils, d'intégration, etc. Et bah, tout simplement, j'ai un user qui va me permettre de dire où je veux aller déployer tout ça. Alors, de façon à vous faire économiser du temps, bien évidemment, j'ai déjà provisionné tous les Azure Apps, etc., qui vont bien derrière, de façon à avoir quelque chose à vous montrer. Donc voilà, elle est là. Je vais déployer ma fonction sur cette Azure App Function, ici. Voilà, je vais configurer, parce qu'effectivement, il faut que je configure mon storage, qui est ici. Voilà, parfait, terminé. OK, parfait. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur publier. Et je vais directement publier comme si c'était un site web, comme si c'était n'importe quelle ressource dans laquelle on développe avec Visual Studio. C'est vraiment un gros avantage de Visual Studio, c'est qu'on est capable de tester extrêmement rapidement. Voilà, ça compile, ça va se déployer, ça prend pas beaucoup de temps. Normalement. Ah, la connexion Nouvelle-Calédonie est pas toujours très bonne, là, le soir. Je pense que tout le monde est sur Netflix. Et on va y arriver. Alors, démarre publication. Bon, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre portail Azure, et comme ça, je vais vous montrer. Alors, je vais me loguer avec ce compte-là. Parfait. Magnifique. Compte de démo. On va aller dessus. On peut aller directement dessus. Donc ça, c'est mon Azure Function App Service, qui est ici, et sur lequel je vais pouvoir aller voir mes fonctions. Là, on peut voir, ça a dû se finir ici. Voilà, ça a été publié. Je retrouve ma fonction ici. Donc ma fonction, maintenant, je vais cliquer dessus, et je vais retrouver effectivement toutes les statistiques, tout ce qui est besoin dessus, du monitoring, et quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été géré directement par Azure, qui est la partie sécurité. Et donc ce qu'on peut voir, et d'ailleurs vous pouvez le faire chez vous, bon après la démo, l'URL fonctionnera plus, mais c'est pouvoir appeler notre super fonction qu'on vient de créer ensemble ici. Et ce que vous voyez, voilà, la sécurité, c'est directement en fait Azure qui va le gérer pour vous. Donc je vais prendre ça, je vois une nouvelle fenêtre, je vais tout simplement le faire. On voit qu'en plus ça démarre en un clin d'œil, donc ça c'est vraiment très sympa. Je vais faire la même démo de name égale Julien, voilà, pour montrer que c'est pas du fake. Ah, bah, c'est effectivement parce que ici c'est pas la bonne chose, voilà. Donc j'ai ma fonction que j'ai développée vraiment très rapidement, que j'ai pu publier, et ça c'est vraiment au top. Alors, je vais essayer juste de vous montrer rapidement le webhook, puisque maintenant qu'on a déployé en fait notre fonction sur Azure, eh ben je vais vous montrer rapidement comment on fait pour déployer un webhook. La première chose sur le webhook, c'est qu'on va tout simplement copier juste l'URL. Alors, it doesn't look, https // voilà, il est un petit peu plus content. Alors, on pourra avoir du JSON, on pourra avoir ça c'est vous qui voyez, je vais pas m'attarder là-dessus. Juste de push event. Donc là, tout ce qu'on va choisir, on va choisir beaucoup de choses, hein, les webhooks, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous choisir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en fait notre webhook qui ira ensuite dans Azure sur un événement push. Voilà, donc là, il doit être en train de... Voilà, il l'a créé. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Et une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans GitHub, c'est en fait la capacité directement à pouvoir éditer le README. Donc là, je pourrais tout simplement écrire Hello World, voilà, enregistrer, commitment change. Donc là, le trigger normalement au niveau de
GitHub devrait se lancer. On va rafraîchir juste cette page-là. Ah, il y a une petite erreur parce qu'à mon avis, j'ai pas tout renseigné, notamment. Mais au moins, ça vous permet de vous montrer, voilà. Donc, ça a été appelé ici. Et c'est parce qu'en fait, il y a des formats qui sont pas bons. Mais je vais pas m'y attarder parce que j'ai des choses beaucoup plus intéressantes ensuite à vous montrer et à aider avec vous. Alors, hop, on va retourner sur notre code. Voilà, donc n'hésitez pas déjà si vous avez des questions, on verra ça à la fin. Hop, on va revenir sur notre démo, ici. Et je vais vous parler maintenant d'aller un petit peu plus loin avec les Azure Functions. Donc là, on a fait quelque chose de très très simple, on a fait vraiment juste, voilà, j'appelle ma requête HTTP, ça m'appelle du code, super, c'est sympa. Maintenant, comment faire si je veux commencer à développer avec du Azure Blob Storage? Je vous parlais tout à l'heure d'avoir un fichier, de pouvoir traiter ce fichier. Et bien en fait, ça va être extrêmement avec SDK Azure. Et l'avantage de ça, c'est que là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait pour développer directement sur votre machine en faisant croire finalement que vous êtes sur Azure. Donc ça vous permet, vous êtes dans l'avion, vous êtes à la gare, etc. Et ben tout simplement de pouvoir continuer à travailler et à tester en fait vos fonctions en utilisant de l'Azure Storage. Alors, vous pouvez, je vous ai mis la page de la documentation ici, elle est très très sympa à lire. Pour pouvoir faire ça, eh ben, on va utiliser un émulateur en fait d'Azure Storage, tout simplement quelque chose qui va émuler en fait les API de storage que vous trouvez sur la première ligne ici et qui s'appelle Azurite. Azurite, c'est en fait une application Node.js qui est gratuite, qui est open source, qui est disponible sur GitHub, ici sur le repository d'Azure. Et donc, vous pouvez télécharger, les voir. C'est vraiment idéal pour développer en local. Alors, c'est quelque chose qui est aussi très simple à installer. Vous pouvez le faire directement, même pendant qu'on est en train de faire la démo. Directement avec Node, vous faites un npm install. Je vous ai mis la ligne de commande qui vous permet en fait de l'installer et puis en fait de l'exécuter derrière. Une fois en fait que vous avez installé Azurite, vous pouvez donc l'exécuter de cette façon-là, mais vous pouvez aussi l'exécuter avec Docker. Donc avec Docker, je vais rapidement vous montrer, si ça ne me fait pas les petites choses que j'ai déjà lancées. Je vais le couper, on va essayer de le relancer. J'ai mes ports qui sont pas bons, c'est pas grave. Hop, on va changer les ports qui sont là. Et on va relancer. Donc voilà, ici en fait ce qui s'est passé derrière, c'est que j'exécute, donc j'ai en fait Docker for Desktop qui est installé sur mon PC, que vous pouvez voir en fait ici, voilà, qu'utilise Hyper-V dessus. Et en fait, ça m'a déployé directement une image Docker que j'ai téléchargée avant, parce qu'elle fait plus d'une centaine de mégas, peut-être 200 mégas, quelque chose comme ça. Et donc, il va m'exécuter directement mon Azurite. Une fois que j'ai ça, eh ben, on va faire la suite de la démonstration et je vais vous montrer comment on fait pour prendre cette fonction-là, faire en sorte que votre fonction puisse être triée avec justement ce blob. Et il y a d'autres outils aussi dont je vais vous parler. Alors là, je ne vais pas vous recréer toute une fonction, j'en ai déjà créé une. On ne va pas trop perdre de temps là-dessus. C'est une fonction très simple. Ça s'appelle toujours fonction 1, c'est pas grave. Et donc, ici, et d'ailleurs, on va avoir besoin d'aller le recréer derrière, j'ai un blob trigger. Tout à l'heure, on était sur un autre trigger, vous l'avez noté, qui était tout simplement HTTP trigger. Donc là, je retourne, maintenant, je suis bien sur un blob trigger. Ici, c'est le nom du conteneur blob que je vais créer avec vous justement derrière dans Azurite, qui est mon émulateur d'Azure Storage. Et en fait, ce trigger-là, quand il va être déclenché, va m'envoyer en fait un stream directement avec les données en fait qui ont été déposées sur le blob storage. Donc c'est quelque chose de très simple, pas besoin, je pourrais très bien vous faire une grosse démonstration. Ce qu'on va faire, c'est surtout que je vais vous mettre un point d'arrêt de façon à ce que vous puissiez voir que ça fonctionne, que quand on va mettre un fichier dans Azurite, on ait un déclencheur qui se fasse. Alors,
c'est pas la seule chose qu'il faut faire, bien évidemment. C'est également dans le settings.json, je vous l'ai mis ici, il y a un petit Azure Web Storage qu'il faut rentrer. Alors, voilà, il n'y a rien de secret, hein. En fait, c'est un account key qui est toujours un petit peu le même. Le endpoint, c'est celui que vous voyez ici, d'accord, avec le Q endpoint qui est là, et qui va correspondre en fait aux adresses que nous avons ici, aux ports que nous avons ici et là, donc au port 10 000 et 10 001. Voilà. Donc ça, c'est important que si vous ne saisissez pas ça dans votre sheet de configuration, le blob trigger va pas savoir en fait où se connecter. Là, ce qu'on spécifie, c'est simplement quel blob storage on se connecte. Alors maintenant, comment on va faire? On a Azurite qui est en train de s'exécuter dans notre conteneur Docker. On a un code qui est super sympa aussi, sur lequel, à mon avis, on peut lancer une grosse startup aussi. Et donc, je vais utiliser un outil que vous allez, j'espère, beaucoup utiliser, qui est celui-là. Et d'ailleurs, bon, s'il existe encore, très bien, je le mets. Cet outil-là qui s'appelle Microsoft Azure Storage Explorer, que vous pouvez acheter et qui va vous permettre en fait de pouvoir vous connecter, d'aller naviguer, explorer en fait directement votre Azure Storage et aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc un storage de façon générale, ça va y avoir effectivement des conteneurs blob qu'on va utiliser nous, des fils et des tables. On va pas s'attarder dessus. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est vraiment les aspects blob storage. Alors j'ai créé ici quelque chose qui s'appelle, d'ailleurs on peut le supprimer celui-là, comme ça. Oui. Voilà, transfert, très bien. Déjà, ça, c'était pour montrer, voilà, donc il marche, Azurite fonctionne bien. Je vais connecter dessus. Donc, j'ai créé en fait un blob container. Pour le créer, c'est très simple, hein. Créer un conteneur d'objet blob, vous saisissez le nom et vous allez pouvoir le créer. Donc là, je suis dedans. Et donc, ce que je vais faire ici, et ce que vous pouvez voir, Azure Day Community, et ben, c'est le nom que j'ai mis ici. Donc ça, c'est très important, il faut avoir le même nom. Si vous n'avez pas du tout le même nom, ça ne marchera pas. Une fois qu'on a fait ça, et bah de la même façon que tout à l'heure, donc là j'ai mon Azurite qui est d'un côté, j'ai mon code qui est de l'autre. Le fichier qu'on mettra, on verra ça tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le projet. Donc on va juste l'annuler. Ah bah bravo. C'était justement ce qu'il fallait pas faire. Voilà, effet démo oblige, on va attendre qu'on reprenne la main du coup. J'ai oublié de changer de projet par an. Alors, est-ce que si on kill, voilà, on va le fermer, on va le rouvrir, ça ira plus vite pour la démo que de vous faire attendre. Hop là. Ok, très bien. Alors, on va pas refaire 2 fois la même bêtise, sinon après ça s'appelle un choix. Et donc, je vais lancer exécuter mon application. Donc là, je vais lancer le... Voilà, retrouver encore avec ça. D'accord, super. Bon, ça met à peu près 2 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va un petit peu avancer dans ce cas-là sur le temps que ça se fasse. Je vais tenter de vous présenter une petite slide. Non, ça va être un petit peu décousu. Alors on va peut-être attendre juste un tout petit peu qu'il va bien se lancer. Et une fois qu'il sera lancé, on viendra ici. On peut créer des dossiers, bien évidemment. On viendra charger une image de façon à ce que ça déclenche notre trigger. Pas très cool Visual Studio soir là. Alors je vais pas vous imposer un numéro de claquette parce que ça va faire dedans. Je pense que Charline ne sera pas d'accord en plus.
Bon, pendant que ça se déploie, je vais juste revenir rapidement sur le portail. On a vu qu'on avait notre fond ici. Ce qui est intéressant, c'est ensuite de pouvoir monitorer aussi votre fonction. Donc, vous êtes dans votre fonction, tout simplement, vous allez sur Monitor. Bon, juste au moment où ça va marcher, je vais revenir dessus. Sur Monitor, et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'est bien passé. Ça, ce sont les 2 calls tout à l'heure qui étaient en erreur, justement, par rapport au call qui a été fait par GitHub. Donc, vous avez ça, et vous êtes capable ensuite d'aller dans les logs. Et puisqu'on a également mis un Application Insight, on est capable d'aller voir directement toute la télémétrie, en fait, de votre fonction, et y compris ici, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, en même temps, il n'y a pas de données puisqu'on ne se sert pas de la fonction, qui vont arriver et qui vous permettront aussi d'avoir des détails très fins sur votre fonction. Donc ça, c'est un autre avantage, effectivement, sur une plateforme comme Azure, c'est d'avoir cette télémétrie très très fine pour pouvoir analyser votre service. Alors, cela étant dit, voilà, on a démarré. Alors, c'est vrai qu'on avait 2, c'était pas très futé de ma part. J'ai oublié de fermer l'autre. Voilà, donc ça, c'est le moteur que j'ai lancé là. J'espère que ça va marcher, qu'il ne va pas y avoir de conflit de port juste derrière. La petite ligne qui est très importante pour savoir qu'en fait, votre fonction que l'on vient de déployer ici est connectée à Azurite, c'est cette petite ligne ici qui dit « Ok, c'est bon, on est bien connecté ». Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre tout simplement notre Azure Storage Explorer. On va venir charger un fichier. Alors on ne va pas le faire comme ça. On va charger un fichier directement, voilà, depuis ici. Faire glisser-déposer, ça marche aussi très bien. On voit ici, début du transfert. Voilà, c'est connecté aux API, c'est arrivé ici. Et effet démo, nous n'avons rien qui s'exécute. Donc je pense très fortement que je dois avoir un petit souci, le fait d'en avoir eu 2. Alors, pourquoi ça? On va faire quelque chose, quand même. Je suis quand même un petit peu sceptique, parce que ça aurait quand même dû marcher. Alors, il faut bien de temps en temps faire des petites démos là. On va recréer le conteneur avec le même nom. Voilà, par contre, il faudrait qu'on le relance, donc ça ne va pas marcher de toute façon. Si je fais ça, ça ne va pas vous avantager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai envie de vous dire, il va falloir me croire sur parole. Ça marche très très bien. Là, on aurait dû effectivement débugger et à ce moment-là, voilà, pouvoir traiter ici, par exemple, là j'ai une image, pouvoir traiter cette image-là, en faire quelque chose, la mettre en base de données, l'envoyer à gauche, à droite, un petit peu ce que vous voulez faire derrière. Voilà, c'est ça l'idée en fait du développement avec les fonctions Azure. On a Visual Studio, on a un super éditeur de code, enfin un éditeur, un IDE vraiment très très performant, qui est vraiment intégré avec Azure et qui vous permet vraiment de déployer tout ça extrêmement rapidement. Alors on va tuer les deux, voilà, et les 2 moteurs ici. Je vais pas essayer, on va pas perdre trop de temps sur le pourquoi ça marchait. Vous verrez, il y a d'autres démonstrations que j'ai faites et vous pourrez voir que ça marche. Et on va continuer un petit peu pour finir la session, parce qu'il nous reste que 9 minutes avec les questions prises. Donc voilà, je vais essayer de finir de façon à vous expliquer un petit peu aussi quelques bonnes pratiques, quelques retours en fait que j'ai pu avoir sur la réalisation et l'utilisation en fait des fonctions. Vous avez parlé d'architecture, c'est vraiment important. Les fonctions doivent faire vraiment une seule chose. Si votre fonction fait 2 choses ou 3 choses, c'est il y a un problème quelque part. Quelque part, si par exemple vous avez une fonction qui doit traiter en fait un fichier, peut-être une autre, et la reconnaissance derrière, etc. Vous aurez quelque chose qui va traiter votre fichier, le redimensionner, le préparer, un autre qui va faire la reconnaissance, etc. Donc n'hésitez pas, les fonctions, on peut aussi les appeler entre elles. Quelque chose qui est important avec les fonctions, on voit que c'était pour que ça monte vraiment en termes de scale-up au niveau de la consommation. Et ben ça aussi, il n'y a pas de secret quelque part, c'est parce que, et c'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les fonctions soient stateless. On ne met pas de choses un petit peu, alors on peut mettre des choses en cache, etc., mais on va faire en sorte que les fonctions soient vraiment idempotentes. Je l'appelle X fois,
elles fassent toujours la même chose, toujours le même résultat. Donc des fonctions qui vont rester stateless, vraiment sans état. Et une fonction, puisque vous payez pour le temps d'exécution aussi, c'est qu'elles doivent se terminer dès que possible. Il y a de toute façon à un moment donné un time-out. Si votre fonction est trop longue, c'est que vous avez loupé quelque chose sur les Azure Functions. C'est-à-dire que c'est pas juste un bout de code qui s'exécute, c'est que potentiellement vous avez des tâches d'arrière-plan qui vont s'exécuter. Et pour ça, on a vraiment d'autres solutions. On a les web jobs qui sont très intéressants quand vous développez un site web, typiquement, parce que les web jobs vont s'exécuter dans le même process que vos sites web. Donc, ça vous permettra d'utiliser beaucoup de choses, le contexte en fait de votre application. Dans ce cas-là, ça ne sera pas un bon client pour les Azure Functions. Et vous avez dans les Azure Functions un autre type de fonctions Azure qui s'appelle les Durable Functions, sur lesquelles j'aurai l'occasion certainement de faire une autre session un petit peu plus tard, et qui vont permettre justement de traiter des tâches de fond beaucoup plus lourdes, des workflows qui vont mettre du temps à s'exécuter, etc., etc. Donc voilà, déjà les bonnes pratiques, ça va être celle-là. Également, quand vous utilisez, on utilise toujours des ressources, on va utiliser même dans Azure des choses comme ça, on essaie de minimiser au maximum, de réutiliser, de recycler toutes les ressources qu'on va faire, que ce soit des choses un petit peu en mémoire, etc. Il faut vraiment faire très attention à ça parce que un call sur quelques lignes de code, on n'a pas touché à des ressources d'entrée, rien n'était cherché, ni à gauche ni à droite, ça va bien s'exécuter. Puis quand on va commencer à aller chercher des données, avoir des choses un petit peu en mémoire, etc., vite, en fait, les fonctions vont mettre beaucoup plus de temps à s'exécuter et forcément, derrière, ça va être plus long, ça va être plus compliqué à gérer, et notamment parce que les fonctions dans une function app que j'ai créée tout à l'heure avant la démonstration partagent la même mémoire. Donc vous n'êtes pas non plus c'est pas non plus la mémoire, c'est quelque chose qui est très important et c'est pas open bar. Ensuite, quelque chose qui est intéressant en termes de pattern, c'est que vous pouvez en fait utiliser le mode de singleton. Typiquement, vous pouvez très bien utiliser des caches Redis, des connexions avec une belle faute d'orthographe sur mon slide, des pools de connexion DB, etc. C'est une solution pour effectivement partager des données, toujours dans cette logique de stateless, mais en tout cas pour des raisons de performance, etc., utiliser un singleton pour ça, c'est vraiment super intéressant. Et on le disait au-dessus, on partage les mémoires, on réduit au maximum les ressources, donc on essaie de supprimer toutes les données de traitement, tous les objets dont on n'a plus besoin. On doit démarrer l'exécution d'une fonction et la finir. Si j'avais 0 donnée, j'avais rien en entrée, pas de ressources en entrée, j'en fais plein, je dois en sortir de ma fonction les faites, vraiment une table super propre, table rase, j'ai pas des petites miettes qui restent à gauche. Ça c'est très très important. Alors comment démarrer tout simplement? Moi ce que je vous propose, c'est de démarrer par un petit webhook. Essayez de ça. On fait juste un petit webhook, on remplace une API ou on fait un traitement de fond. Ça c'est des bonnes utilisations. Il faut commencer petit avec l'Azure Functions, sinon ça peut vite devenir assez compliqué, comme on voit quand on a plein d'API partout. Là, c'est encore pire, parce qu'on va vraiment avoir plein de fonctions différentes avec des contextes différents d'exécution, et vraiment démarrer petit. L'intégration, c'est un bon candidat. Par exemple, souvent, vous avez des vieilles couches un peu avec des vieilles intégrations, des vieux logiciels. Les Azure Functions, c'est bien pour commencer à faire des chargements de données. J'ai besoin d'aller chercher des données sur un vieux système ou autre. Je vais chercher des données, je vais les recharger d'un côté. Ça, pour tester les Azure Functions, faire une espèce de loader, c'est vraiment super. Donc voilà, ça c'est juste des petits exemples pour vous le faire. Normalement, je regarde mon téléphone, on n'est pas trop mal. Et donc, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et peut-être que Charline en a déjà quelques-unes. Vous ne m'entendiez pas, maintenant c'est résolu. La première, j'étais en train de raconter toute seule qu'on avait effectivement quelques questions, mais la première chose, c'est que les replays seront disponibles parce qu'on a pas mal de questions ou de messages directs qui nous disaient « Est-ce que les replays seront dispo? Est-ce que je peux les partager ?» Oui, ce sera sur la chaîne YouTube du Mug, donc c'est Mug TV. Ça, c'est une première chose, vous retrouverez du coup le travail et la présentation de Julien. Julien, moi, j'ai une question qui ressort, c'est est-ce que là, comme tout le monde travaille depuis la maison un peu partout, on n'est pas dans les mêmes dispositions, est-ce que du coup,
voilà, la façon dont tu gères ton travail aujourd'hui avec Azure Function peut être permise un peu autrement. Est-ce que le fait d'être en remote, t'es aidé davantage en ce sens? Alors, je sais pas si on est aidé parce que finalement, ce qu'on transpose, c'est ce que nous, on a l'habitude de faire directement, habituellement, avec des API, avec des choses comme ça. Nous, dans notre équipe, on fait beaucoup de microservices, donc on est vraiment sur du Kubernetes. Voilà, c'est vraiment, c'est relativement lourd. Ce que ça permet de faire, par contre, c'est de pouvoir tester rapidement ça, on va dire en live. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on fait, c'est que on va avoir vraiment, on a des grosses machines avec nos Kubernetes, on exécute, il y a plein de choses, il y a du Redis, il y a du Elasticsearch, il y a plein de choses pour faire des applications. Et en fait, les Azure Functions, quand on a des petits travails à faire pour nos clients, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'exposer ça, de mettre en prod, etc. Alors, on a besoin de faire un petit traitement. Ce qu'on fait, on fait notre Azure Function. Je le déploie, le client va aller l'exécuter, on va pouvoir s'intégrer relativement facilement. On a beaucoup de clients qui ont des infrastructures, enfin beaucoup, en tout cas quelques clients qui ont des infrastructures avec lesquels vraiment on est en prod dessus. On va déployer ça vraiment très vite et ça nous permet d'intervenir et de déployer du code extrêmement rapidement sans impacter tous les pods dans Kubernetes, de créer des images, de monter toute une chaîne de CI, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super important et c'est vraiment super intéressant. Cool. Écoute, on termine sur cette bonne note. Merci à toi, Julien. On te retrouve sur Twitter. Tu as encore pas mal de matériel et on va te retrouver certainement dans un prochain talk. C'était un plaisir. Merci à toi, Julien. Et merci, Charline. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Bonne journée. Tata.